Si les pros prennent le temps de se préparer comme ça, c'est qu'il y a une raison. Il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire comme des pros, mais ça, vous pouvez. Alors, faites-le. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais analyser avec vous sur mon ordinateur une vidéo qui montre la routine de préparation de Rory McIlroy et vous donner des conseils pour la copier à notre niveau d'amateur. En fait, il y a trop de golfeurs qui arrivent sur le premier départ directement en sortant du parking et qui se demandent ensuite pourquoi est-ce qu'il leur faut 3 ou 4 coups pour réussir à avoir des vraies performances pour commencer à bien jouer. Donc, je vais regarder avec vous sur mon écran en même temps que je le filme une vidéo qui montre le déroulement de l'échauffement de Rory McIlroy en commentant les points qui me paraissent pour moi les plus importants. Allez, c'est parti. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il arrive 50 minutes avant le départ. C'est super important. On n'arrive pas en vrac au départ, on n'arrive pas avec le couteau qui sort du pantalon. Déjà, par respect des autres joueurs pour être sûr de ne pas être en retard. Ensuite, il y a une autre chose qui est super importante pour moi, c'est que c'est très important d'avoir toujours la même routine au golf. Rien n'est régulier au golf, d'accord? On joue pas le même coup, on joue jamais le même lie, on n'a jamais le même objectif, on joue pas le même club, il n'y a pas le même vent, il fait pas le même temps, ça monte, ça descend. Ce qu'il faut, pour moi, c'est éviter d'ajouter à l'irrégularité normale du golf un comportement qui va être irrégulier. Alors personnellement, j'ai noté sur une feuille mon timing précis depuis le lever jusqu'à l'arrivée du départ en fonction de l'heure de départ. Alors, évidemment, c'est adapté en fonction de l'endroit où vous jouez, mais quand vous jouez toujours sur le même golf, en fait, il n'y a aucune raison que ça varie, ça va être toujours à peu près la même chose. Plutôt que de vous embêter à chaque fois, de refaire 107 fois les mêmes calculs pour dire attends, je pars à 9h, j'ai 20 minutes pour y aller, mais il faut que je passe un vœu, et ça, blablabla. Enfin bref, ça colle du stress. Là, vous dites ok, je départ 9h20, il me faut 130 minutes pour me préparer. Je fais 9h20 moins 130 minutes, ça veut dire qu'il faut que je me lève à 7h10, par exemple, c'est le même réveil à 7h10, c'est terminé. Je me suis pas pris la tête, je me suis rassuré, surtout quand c'est une veille de compétition, j'ai pas envie de me prendre la tête à un grand prix ou quelque chose comme ça. Je sais exactement à quelle heure je dois faire chaque chose, c'est vraiment simple. Évidemment, on n'est pas des pros, il y a pas besoin que ce soit super précis, mais en attendant, enfin moi personnellement, ça m'apporte une vraie sécurité, ça m'enlève du stress, ça m'évite la veille de poser plein de questions existentielles sur à quelle heure, ceci, cela, voilà. Allez, on reprend. Alors là encore, on s'arrête. Première chose qu'on voit, c'est que Rory, il commence par faire du chipping, des petits coups du jeu court. On est dans du chipping. Et le but de l'échauffement, encore une fois, c'est de s'échauffer. Donc évidemment, on commence pas avec le drive parce que ça, c'est la meilleure chose à faire pour prendre le risque de se faire mal. Mais surtout, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de stimuler nos muscles les plus gros, donc les cuisses, les abdos, les dorsaux, les pectoraux, qui sont des muscles qui sont très longs à mettre en route, gentiment, pour faire affluer du sang à l'intérieur, pour les gonfler de sang. Donc il vaut mieux commencer avec des petits coups en souplesse, donc très clairement des approches courtes, donc des petits chips de 15, 20, 25 mètres. Et comme ça, quand on va commencer à avoir besoin de solliciter les muscles forts, et bien en fait, ils seront actifs au moment où on va vraiment les solliciter. Alors là, c'est juste impressionnant. 31 pitch, d'accord? Il fait 31 jeux courts avant de commencer à partir sur le practice. C'est énorme, la plupart des joueurs n'en font pas ou très peu, déjà parce qu'on n'a pas toujours un pitching green pour faire sur notre practice. On verra à la fin combien ça fait en proportion, tout ça, mais c'est 31 balles en gros, c'est un saut complet. Remarquez aussi qu'il va varier les distances, qu'il va varier les objectifs, il va varier aussi, on ne le voit pas forcément bien, mais les trajectoires, faire des balles plutôt hautes, des balles plutôt basses, des balles qui roulent un peu plus, des balles qui prennent un peu de spin. Il faut s'en inspirer, faire en sorte en fait que l'échauffement ressemble au parcours, c'est-à-dire que vous jouiez jamais 2 fois le même coup sur le practice. Alors là, on est carrément dans le surréalisme. Je voudrais savoir combien parmi vous font du bunker avant d'aller sur le parcours. Dites-moi en commentaire si vous faites des sorties de bunker avant chaque parcours. D'accord, lui, il fait 10 balles, 10 sorties de bunker. Moi, j'ai l'impression que les gens font dans les bunkers que quand le pro les y oblige, en tout cas à l'entraînement, parce que sur le parcours, malheureusement, on ne choisit pas toujours. Pourtant, c'est super important d'avoir ces 10 coups parce qu'à la fois, on va tester le sable. Alors, je suis d'accord, les bunkers de practice de la PGA, c'est pas les bunkers de practice qu'on va voir sur nos parcours. Ils sont bien mieux préparés et ils ressemblent vraiment aux bunkers qu'ils vont trouver sur le parcours. Mais malgré tout, ça permet quand même de tester un petit peu le sable, de savoir comment il est.
quelques coups, 4, 5, 6 coups, on tape quelques balles et on regarde comment les bunkers réagissent, quel type de sable ils vont avoir. Et autre chose aussi, on va pouvoir tester comme ça la réactivité des greens, c'est-à-dire qu'on va voir si les greens, ils prennent le spin, ils prennent pas le spin, est-ce que les balles rebondissent pas, etc. etc. Autre chose aussi par rapport au type de coup, la sortie de bunker, c'est une sortie c'est un jeu qui est beaucoup plus explosif, et comme c'est un jeu qui est plus explosif, ça va permettre aussi de monter un peu en puissance avant, peut-être, je pense, de passer sur la suite du practice. Ça me paraît très logique. Comme j'ai dit tout à l'heure, on varie les cibles et on varie les distances. Encore un truc intéressant, il reste 36 minutes avant le départ, et il passe au grand jeu. Sur les 50 minutes qu'il va passer, il a déjà passé plus de la moitié de son temps sur du jeu court, d'accord? Et en plus, il va revenir ensuite parce qu'il n'a pas fait de putting. Donc ça veut dire qu'il passe largement plus de 50% de son temps de préparation d'échauffement sur le jeu court. Encore une fois, à vous de voir si vous le faites ou pas. Dites-moi en commentaire combien de temps vous y passez. On verra d'ailleurs à la fin à quoi ça correspond exactement les différents pourcentages qu'il va y avoir. 12 wedge à 54 degrés, on commence par un club qui est pas le plus fort, c'est l'arrivée, c'est pas pour arriver sur le practice qu'on va directement sortir un patator, le driver, ou qu'on va taper direct des fer 5. Au contraire, on commence avec des wedges pour faire une transition du jeu court vers le jeu long. Donc 12 wedges, j'imagine avec des demi, trois quarts et des pleins swing pour essayer justement de jauger un petit peu les distances, la réactivité des balles, etc., etc. Donc là on est passé sur le grand jeu. On continue. C'est vraiment dans son information. Hydratation, super important. Quand vous avez soif, c'est déjà trop tard pour boire, entre guillemets, d'accord? Il va déjà y avoir des impacts sur votre jeu, sur votre corps. Donc boire quand on a soif, c'est déjà trop tard, il faut boire avant d'avoir soif, et surtout du coup il faut commencer à s'hydrater avant de commencer à jouer. Vous devez commencer à vous hydrater avant l'arrivée sur le départ du numéro 1, donc sur le practice. Personnellement, je sais que je suis quelqu'un qui boit beaucoup parce que je transpire énormément, mais honnêtement il y a des tas de gens qui n'osent pas boire, je pense par exemple à ma mère, parce que ils ont peur que s'ils boivent un peu trop, ils se retrouvent à devoir aller au petit coin sur le parcours, d'accord? Donc ça les gêne, ça les dérange un petit peu. Si vous buvez et que vous avez une activité qui est assez soutenue parce que vous allez faire des swings qui sont assez puissants, vous n'aurez pas besoin d'aller satisfaire un besoin naturel trop tôt. Sinon, on peut aussi prévoir, moi c'est ce que j'ai fait aussi à un moment, 5 minutes dans votre routine, donc dans le fameux déroulé de votre temps pour passer au petit coin, juste avant le départ. C'est pas interdit, souvent c'est pas très loin. Ça évite aussi d'aller faire pipi à côté du départ du 1 et de pourrir la journée à tout le monde parce qu'à la fin de la journée, ça commence à sentir. Prévoyez à quel moment vous allez boire sur le parcours. Personnellement, ma routine, c'est au moins une gorgée d'eau après chaque trou. C'est-à-dire que quand je quitte le trou, au moment où je récupère mon caddie, je prends ma bouteille, je bois une gorgée et je pose. Alors s'il fait très chaud, je peux prendre un peu plus, d'accord? Mais la base, c'est une gorgée à tous les trous, quel que soit le temps qu'il fait, d'accord? Et parfois c'est un peu plus. Quand vous avez très soif, vous allez boire beaucoup. Le problème, c'est que vous allez boire trop par rapport à ce que vous avez vraiment besoin. Donc ça veut dire que quelques temps après avoir pris ce grand apport d'eau, vous aurez envie d'aller trouver un petit coin tranquille pour aller faire pipi. Et je sais en particulier pour les dames, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué. Allez, on continue, on repart. Donc là, 13 fer 9, 12 wedge 54, 13 fer 9. Vous êtes en train de me dire pourquoi 12 et 13? Si vous ne savez pas exactement vous ce que vous allez jouer, grosso modo, partez sur 55% de votre temps sur le jeu court, 55% de vos coups sur le jeu court et 45% de vos coups sur le jeu long. On verra à la fin d'ailleurs, ça correspond grosso modo à ce que fait McIlroy. Allez, on continue. Je suppose qu'après avoir fait les wedges et les fer 9, on va passer au fer 7. On continue gentiment à monter en puissance et en distance. Petit truc que je vous donne à ce moment-là, sur le practice, visez toujours une cible. D'accord? C'est super important. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas juste jouer pour taper la balle, vous voulez jouer pour prendre des informations quand vous faites un échauffement. Le but, c'est pas juste savoir si vous êtes capable de toucher la balle, vous en êtes capable, d'accord, sinon vous ne jouez pas au golf. Ce que vous voulez savoir, c'est par exemple quel type de contact vous avez. Est-ce que vous avez plutôt tendance à toper ou au contraire à gratter? Est-ce que vous avez plutôt tendance à faire du slice ou du hook? Est-ce que vous faites plus de slice que d'habitude, moins de slice que d'habitude? Ça va vous permettre en fait de pouvoir adapter gentiment vos trajectoires et votre stratégie sur le parcours. Voilà. Donc toujours un objectif précis. Bon, je suppose que c'est ce que fait McIlroy, même si on le voit pas précisément.
Là, par contre... On a parlé tout à l'heure de l'hydratation. Là, on est aussi sur l'alimentation. D'accord, c'est bien de s'hydrater, mais il faut aussi manger. Pourquoi ? Parce que si vous avez une baisse de glucose dans le sang, si vous manquez de glucose, vous allez avoir un coup de mou et votre swing va se perdre parce que vous allez avoir du mal à vous concentrer. Il y aura un petit coup de brouillard intellectuel quand on est en légère hypoglycémie. Alors, c'est pas forcément très grave. C'est juste à un moment où on se sent moins bien, on est un peu moins performant. Donc, on va pousser un peu moins fort, on va lancer un peu moins bien. On va peut-être se désunir un petit peu. Bref, on risque de perdre tout ça. Là aussi, pour moi, l'idéal, c'est d'avoir une routine. D'accord ? C'est de se dire, voilà, je vais manger tous les 3 trous, par exemple. Moi, je trouve ça très bien. Je prévoyais à une époque ma nourriture pour manger tous les 3 trous. Tous les 3 trous, j'avais un petit truc à manger. C'est emballé individuellement. Alors, je suis pas dans les trucs de protéines comme Macro parce que je suis pas à ce niveau de champion. Je suis pas un champion. Moi, je fais ça, voilà, comme ça. Mais l'avantage, ça, c'est que tous les 3 trous, donc j'avais mon petit encas, mon petit truc à manger. Je mangeais genre une demi-banane, un petit sandwich avec du pain complet, des trucs comme ça. Ce qui est important aussi, c'est d'éviter le gueuleton du 9. D'accord ? On s'arrête pas 1h30 pour manger quand on joue au golf. En tout cas, si on peut, enfin je veux dire, il n'y a pas de, c'est pas interdit, mais si vous le faites, vous savez très bien que après c'est aléatoire. Vous buvez un petit coup de rouge, vous repartez, vous avez bu un peu trop, puis ça se passe bien parce que voilà, vous dites ça me décontracte, ouais, ça peut arriver. Et puis des fois vous dites, vous faites la même chose et ça se passe pas bien et vous déroulez tout l'après-midi. Bref, si vous êtes là pour vous faire plaisir, ça, tout ce que je vous dis là, on n'a rien à faire, d'accord. C'est pas important. Par contre, si vous voulez performer, voilà, et vous voyez jamais, en tout cas vous voyez plus aujourd'hui, parce qu'avant c'était un peu le cas, vous voyez plus aujourd'hui des pros qui s'arrêtent pour manger au 9 et boire un petit coup de rouge. C'est pas le cas. Aujourd'hui, ils sont concentrés sur l'objectif. Allez, on est reparti, on va voir la suite. Voilà, ça y est, on y est. Patator est sorti, c'est le driver. Et il y a 6 drivers. Il joue juste 6 coups au drive. Il ne passe pas une demi-journée dessus. Encore une fois, le but du practice avant le parcours, c'est pas fait pour travailler le swing. C'est-à-dire si vos drives sont pourris, c'est pas là que vous allez régler le problème. C'est juste là pour s'échauffer, pour faire circuler du sang dans les muscles et trouver des sensations pour le parcours. Et aussi, je l'ai dit tout à l'heure, mais je leur dis maintenant, adaptez votre jeu en fonction de ça. Si sur 6 drives, vous faites 3 slices, alors vous savez que vous allez faire du slice pendant tout le parcours. Donc vous visez à gauche. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. C'est juste ça en fait qu'il faut savoir. On repart. Avant le départ, il va au putting green. Ça veut dire que c'est retour sur le jeu court, d'accord, sur le petit jeu. Personnellement, je préfère commencer par le putting, déjà parce que souvent il n'y a pas de pitching green sur les parcours sur lesquels je vais spécifiquement. Donc je fais plutôt mes approches sur le practice. Parfois ils sont pas au même endroit, il faut faire un aller-retour, ça rajoute du temps et j'ai pas forcément envie de passer 10 minutes à marcher en plus. Quand déjà on est serré, enfin déjà quand on fait un départ à 9h, qu'on a dû se lever super tôt, se rajouter 10 minutes ou un quart d'heure de plus, on n'a pas forcément envie. Donc c'est pas forcément optimal en termes de temps. C'est aussi parce que je considère que le contact au putting, c'est vraiment la fondation d'un bon swing, comme je vous en parle dans cette vidéo. Autre intérêt aussi de faire cet échauffement, c'est de bien comprendre les greens. Est-ce qu'ils roulent beaucoup aujourd'hui ? Ou pas, d'accord, en fonction du temps qu'il fait. Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il a plu récemment? Est-ce qu'ils ont été carottés il y a quelques temps? Est-ce qu'ils ont été sablés récemment? Est-ce qu'ils ont été traités, etc. Ils vont rouler plus ou moins bien. Est-ce qu'ils prennent beaucoup les pentes? Parfois, les greens, sur des greens, vous arrivez, et un jour ils vont prendre beaucoup les pentes, un autre jour ils vont pas le prendre. Et si vous êtes sur un golf que vous ne connaissez pas, peut-être que vous avez besoin d'apprendre comment réagissent les greens. Il y a des herbes qui prennent moins les pentes que d'autres, et puis la hauteur de tonte va influer. Et puis aussi, tester le putting, ça fait la différence en termes de confiance, d'accord? Si vous faites des exercices pour vous échauffer et pour apprendre à rentrer des putts, vous allez gagner en confiance, ça va faire une vraie différence en termes de préparation. Voilà, donc on arrive au bout, il est sur son départ, il est parti. Donc si je résume, il a fait 52 plein swing, 41 approches, 17 putts, soit un total de 110 coups, d'accord, pour partir. Et ça serait parti sur 47% de jeu long et 53% de jeu court. Donc
45-55, on est plutôt pas mal. Il a passé 24 minutes sur le jeu court, 16 minutes sur le jeu long et 10 minutes sur le putting. Ça fait donc 68% de son temps d'échauffement sur du jeu court et du putting et 32% sur du jeu long. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? 3 points. D'abord, l'importance que les joueurs pro accordent au jeu court en nombre de coups, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, en temps. La plupart des joueurs que je connais vont aller taper un demi-saut de drive avant le départ, 3 putts histoire de dire que, voire même parfois ils vont faire directement les putts sur le départ pour je sais pas pourquoi. Non, il faut prendre du temps pour le petit jeu, il faut prendre du temps pour le putting, c'est super important. Ensuite, c'est le temps global. Bon, on le voit pas dans cette vidéo, mais en fait, avant d'arriver au départ, McIlroy, il a certainement fait une séance d'échauffement avec de la course à pied et peut-être de la muscu, d'accord, une séance de muscu. Mine de rien, par rapport à quelqu'un qui arrive en vrac, encore une fois, avec le polo qui est pas rentré, le polo à moitié sorti du pantalon, les chaussures pas lacées, même pas une balle dans la main, il sait même pas s'il a pris des tis ce matin avant de partir ou s'il a le chargeur du télémètre qui est là. Bref, c'est le bazar. Mais rigolez pas, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, des gens qui arrivent comme ça en courant avant un départ, j'ai déjà donné, vous savez, ça change vraiment tout. Quand vous êtes là en avance, vous êtes serein et vous avez besoin d'avoir cette sérénité pour pouvoir jouer correctement. Troisième chose qui est importante, hydratation et alimentation. Une baisse de glycémie, c'est 20 minutes avant le retour à la performance, c'est 2 à 3 trous ratés. Voilà, tout simplement, donc faites attention. Pareil pour l'hydratation, si vous avez un coup de chaud pendant le parcours, vous allez vous déconcentrer, vous allez vous sentir pas bien. Et en plus, autre chose, un manque d'hydratation, c'est aussi une récupération qui va être plus difficile. Vous aussi avoir des courbatures le lendemain et des crampes sur le parcours. Et ça, les problèmes d'hydratation, ça crée aussi des tendinites. Voilà, donc vous pouvez vous faire vraiment mal et ce serait un peu dommage. Si les pros prennent le temps de se préparer comme ça, c'est qu'il y a de raison. Il y a plein de choses que vous pouvez pas faire comme des pros, mais ça vous pouvez. Alors faites-le. Si vous avez l'impression de ne pas progresser sur le parcours, c'est certainement parce que vous ne donnez pas assez d'importance à vos routines comme ça. Vous ne leur donnez pas l'importance qu'elles méritent. C'est pour ça que vous devriez regarder cette vidéo qui vous aidera à vous améliorer sans vous prendre la tête sur le practice. T'as vu, c'est marrant, quand on regarde la courbe d'attention des gens, ce que nous donne YouTube, on voit que la partie sur le putting, les gens l'ont complètement ignoré. C'est bizarre, non ?